Nouvel épisode d'Olympique Sorare avec les témoignages de Magic, Mehdi, Sorare, mais aussi de Tony Laure, un habitué de l'émission. C'est la trêve. Il n'y a pas de match, on ne sait pas trop, est-ce qu'on joue pas, qu'est-ce qu'on fait de sa partie Sorare. Et ben voilà, il y a quand même des petits témoignages intéressants à se mettre sous la dent cette semaine. Je vous rappelle aussi que vous avez le code d'affiliation juste en dessous si vous vous lancez dans la partie, si vous voulez préparer au mieux la saison qui arrive. Voilà, on peut le faire tous ensemble. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, votre rendez-vous hebdomadaire avec ce jeu de fantasy football qui vous passionne de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à jouer à Sorare, vous, la communauté des fans de l'Olympique de Marseille. Pourquoi je vous parle comme ça avec ces mots très Startup Nation? C'est parce que, vous le savez, vous avez un petit lien d'affiliation. On vous dit on fait l'aventure ensemble. Vous êtes nombreux et d'ailleurs, je vous encourage vraiment à nous contacter pour participer à cette émission parce que nous on fait ça pour vivre le truc ensemble, avoir un peu votre feeling, donc c'est top si vous venez aussi nous en faire part sur cette émission aujourd'hui, justement pour nous parler un peu de Sorare, de cette expérience Sorare. J'ai la chance d'être avec Mehdi, donc il va nous expliquer un peu puisqu'il est associé à Media Sorare qui a un podcast sur Sorare. Il le vend comme le premier podcast francophone. On va lui faire confiance sur tout ce qui est chiffres. Mais surtout, Mehdi, on va le dire de suite, t'as une putain de voix d'animateur radio. Je suis désolé de te le dire, c'est génial. C'est-à-dire que des fois, tu fais des podcasts. Là, t'as vraiment on sent que tu as le sens déjà un peu du montage à la Hardisson, hein, parce qu'on sent que c'est bien coté malgré la longueur. Et puis voilà, quoi, on est sur un sacré truc de pro en t'écoute. On a envie de se mettre dans un fauteuil et de se laisser guider. Salut Mehdi. Salut Romain, écoute, tout d'abord merci pour ton invitation et ouais écoute, t'es pas le premier à me le dire, je sais pas comment le prendre parce que c'est ma toute première expérience, je veux dire télé audio, on va dire ça comme ça, mais j'ai une bonne équipe aussi derrière, comme je le dis souvent sur mes podcasts à mes invités, j'ai un monteur qui se connecte en même temps que moi et puis qui fait le montage dans la foulée de l'enregistrement et voilà, c'est un monteur pro, c'est un animateur radio aussi, donc il connaît lui très bien le métier. Et finalement, il fait le job à ma place. Moi, je n'ai qu'à préparer l'émission, les questions, les relances, et c'est très bien comme ça. Oui, c'est vrai que je me rends compte en le disant, normalement, quand on dit à un mec, tu as un physique de radio, généralement, c'est pas ce qu'on appelle un compliment parce que c'est plus pour dire ben, heureusement qu'on ne voit pas. C'est pas le cas, Mehdi. Hein, tu es, on le voit d'ailleurs, plutôt réussi esthétiquement parlant. On va le dire comme ça. Mais voilà, effectivement, c'est plus justement pour ce timbre de voix. Et c'est vrai que c'est si précieux dans les podcasts, puisque on s'y est tous mis hein, au podcast. Dis-nous un peu, comment t'as basculé là-dedans, comment tu t'es dit tiens je vais faire ça, voilà raconte-moi un peu le cheminement. Écoute, ça a commencé par un groupe Telegram, c'est-à-dire qu'on était une communauté française et dans ce groupe Telegram, il y avait Nicolas Julia, Brian O'Hagan et je me rappelle c'était février de l'année passée, non un peu plus tard, il y a IB qui fait partie des toutes grosses galeries du jeu, qui a un podcast anglophone et qui avait contacté Joe Bettman que tu dois probablement connaître comme manager, qui est aussi fan de l'OM, pour qu'on participe à son podcast. Donc on a participé tous les deux à son podcast en anglais. Et au fur et à mesure, sur le groupe, il y en a pas mal qui disent ah, Mehdi, tu ferais pas un podcast? Je dis ouais, c'est sympa, mais moi j'ai pas envie de faire de montage, des trucs comme ça me prend, j'ai pas le temps et ça me prend la tête. Je suis assez perfectionniste et je sens que je serai jamais content du résultat. Et puis finalement, sur le groupe est arrivé David Boga, qui est le cofondateur de Media Sorare, et on a été mis en contact parce qu'il cherchait justement quelqu'un pour faire le podcast. Et voilà, ça a commencé comme ça nos discussions, et on s'est associé puis finalement un peu plus tard dans le projet Media Sorare, et j'en rencontrais, tu es peut-être au courant, il y avait un meet-up à Paris samedi dernier, et j'ai rencontré David, mon associé, pour la première fois lors de ce meet-up. Donc Génial. c'est une chouette histoire, ouais, tout à fait. J'adore ces anecdotes
Donc vous avez commencé à bosser ensemble, voilà, vous avez échangé pas mal, et puis vous vous êtes vus qu'un an après, quoi, grosso modo, c'est ça. Voilà. Ouais, un peu moins d'un an, mais je crois que c'était au mois de novembre. Donc, ouais, ça fait quand même 7 mois qui sont passés. Et lors de ces meet-ups, j'ai aussi rencontré Vincent, l'animateur de Skyrock. Et j'étais aussi très flatté. Il me dit, ah Mehdi, j'écoute tous tes podcasts. Je me dis, mais attends, là, un animateur radio qui me dit ça et en plus qui kiffe. Et dans la foulée, j'ai visité les studios Skyrock. J'ai envoyé ça à mes gamins qui écoutent très régulièrement cette radio. Enfin, c'est assez fou ce que Sorar est arrivé à apporter comme expérience cette dernière année. C'est assez dingue. Ouais. Et, et justement, parce que pour animer un podcast et pour se lancer sur un podcast sur Sorar, bah, il faut voilà, avoir goût et se lancer dans cette aventure du podcast, mais aussi un minimum quand même s'intéresser à Sorar. Là où je trouve que c'est super intéressant, c'est qu'au final, tu racontais Sorar, c'est quoi? Ça fait un an et demi que tu t'y intéresses vraiment. Ouais, je me suis inscrit le 30 décembre 2020 et j'ai vraiment commencé à devenir actif au mois de février 2021. Donc ça va bientôt faire, au mois d'août, ça fera un an et demi. Ouais. Raconte-nous un peu là aussi, comment, pourquoi, comment, Comment j'ai qu'est-ce que découvert le t'es jeu? fan de foot, voilà, comment tu as découvert le jeu, quelle Ouais, équipe je tu suis, supportes. Bon, on peut le dire, hein, c'est une émission de supporters de l'OM ouvert, voilà. Donc ok, on ça peut va. dire, on peut en parler. Donc je suis pour Saint-Etienne une fois. Non, bah, voilà. J'aime bien l'OM aussi parce qu'il y a le passage évidemment. Il faut pas oublier que Papin il est passé par Bruges avant d'arriver à l'OM et moi j'étais un gros fan de mon père surtout de Goethals qui connaissait parce qu'ils venaient tous les deux du centre de Bruxelles et donc voilà grand fan de Raymond Lassiance et aussi sinon pour en revenir à Sorare bah écoute j'ai une activité professionnelle assez soutenue parce que je travaille dans le monde des EHPAD avec le Covid etc. J'avais Mhm. besoin d'une année sabbatique que j'ai prise à partir de fin novembre 2020. Et j'ai un pote qui est fort dans les cryptos et qui m'a d'abord parlé du projet NBA Top Shot, que tu as probablement dû parler, donc sur NBA, tu achètes des packs, etc. Ça me rappelait en Mhm. fait les collections de cartes parce que je collectionnais depuis mon adolescence des cartes physiques NBA. J'adore le basket. Et de fil en aiguille, après, il m'a parlé de Sorare. Donc, j'ai pris connaissance de Sorare, je pense, mi-décembre, pas avant ça. J'avais pas le temps. J'aurais un peu plus le temps, je me serais un peu plus informé dans le monde des cryptos. J'ai probablement découvert Sorare plus tôt. Et voilà, j'ai commencé, comme beaucoup, à acheter des joueurs blessés, des jeunes pépites, des choses comme ça. Et puis, je me dis, tiens, je vais me lancer dans l'SO5. Et je pense qu'à ma 5e ou 6e Game Week, je termine premier en ASDK dans Midweek avec une équipe. Franchement, il n'y avait aucune star. J'avais Paul Lopez comme gardien quand il jouait à la Roma. J'avais Bekele, j'avais Mancini de la Roma, Coquet. Et enfin, c'était vraiment pas exceptionnel comme équipe. Et je termine premier et je prends Kimmich en rare. Et là, je me suis dit, bon, ben, je pense que je suis pas trop mauvais à ce jeu-là. Et là, j'ai commencé véritablement à passer un peu plus de temps sur le jeu et à être un peu plus actif sur le marché et à surtout investir aussi non seulement plus de temps, mais également plus d'argent. Tiens, tu vas nous donner ton pseudo, on va aller voir ta galerie de suite. Ben, c'est Magic Mehdi, Alors, et je sais que ça s'écrit donc avec un avec J, c'est avec un ça? G, avec un G. G et un J. Gicmehdi. Voilà, tu l'as en deuxième, en premier. Voilà. Voilà, tu es là, tiens, pourquoi pas suivre? On va regarder un peu tes cartes. Tu vas nous dire un peu comment c'est construit. Alors, je vois cette carte limitée 90 rares et 42 super rares. On va commencer par les super rares, évidemment. Bon, il y a du belge, hein, forcément, mais pas que. Ouais, Amadou Onana, c'est pas mal, hein. Il m'avait fait bonne impression, tu vois. Je l'ai vu jouer au Vélodrome en ah janvier ben, avec Lille. Je me suis dit, il y a un ouais, vrai potentiel. je crois en ce jeune, donc on verra bien s'il va rester à Lille. Maintenant que le coach est parti, il y a moyen qu'il prenne plus de place, ou s'il va aller à Monaco, il y avait quelques rumeurs, mais ouais, c'est plus le moyen long terme avec lui. Paolo Dybala, ah oui, quand même, t'allais chercher des mecs plutôt pas mal. Quadrado, c'est toujours bien avec
Ah, tiens, toi, tu l'as, petite spécificité, tu l'as en milieu. Puisqu'on sait que Oui, il y a des cartes aussi de Quadrado parce que défenseur. ouais, la dernière saison, comme il est descendu avec Allegri, il est devenu enfin, il a une carte défenseur Eh parce oui. qu'il jouait surtout arrière latéral mais j'ai sa carte d'avant. Ouais. C'est peut-être d'ailleurs peut-être plus intéressant un Quadrado défenseur, parenthèse, dans le sens où c'est vrai qu'il score pas mal en tant que quand il est Ouais, comptabilisé en tant que honnêtement, défenseur, cette non? année, il avait la plupart du temps des meilleurs scores en tant que défenseur que milieu. Et puis oui, oui, on voit. Oh, Patrick Schick, ah oui, quand même, ça c'est plutôt sympa. Sébastien Haller aussi, ouais, Ben ouais, c'est. j'espère qu'il sera toujours utile à Dortmund. Bon, heureusement, il tombe dans une grosse équipe, donc il devrait être quand même de temps en temps décisif. Mais dans les super rares, en fait, je suis rentré assez tardivement. Donc je pensais pas que c'était pour moi et finalement, ben regarde, il y a un an, j'ai eu mes premières cartes super rares, donc il a fallu attendre 5-6 mois avant que je me décide de me lancer dans les super rares. Ouais, ben ça va quand même là. Tu as de quoi faire, Ouais, hein. c'est pas mal. Honnêtement, j'ai de quoi aligner des D3 qui ont de la gueule et des D2 qui de temps en temps font des belles perfs aussi. Ouais, Voilà. je vois des petits trophées, un petit Jiku qu'on va chercher, tout ça, c'est pas Ouais, c'est sympa. en Franchement, c'est reward, c'est sympa. pas mal. Ouais, des bons rewards à garder, ça. Bah écoute, bravo, bravo à toi. Tiens, on va regarder les rares. Ça a été quoi justement là, tu me disais, j'ai mis 5-6 mois avant de me lancer à les super rares. Tu as regardé un peu au départ Non, non, comment ça se j'étais plus, en formulait? fait, j'étais plus parti dans le jeu pour faire du hold sur du court moyen terme et puis de revendre. Mhm. Et de fil en aiguille, bah, ma stratégie a évolué avec le temps, avec mes résultats aussi. J'y passais plus de temps. Je commençais aussi à être un peu sollicité parce que sur notre groupe Telegram, bah, enfin, j'étais quand même très actif parce que quand je rentre dans un truc, enfin, je rentre à fond dedans. Et de fil en aiguille, bah, voilà, ma stratégie a vraiment évolué avec le temps. J'ai un peu essayé l'Asie, j'ai un peu essayé America, mais je suis convaincu que pour être comment dire, compétitif en SO5, il faut regarder quand même des matchs, au moins de temps en temps. Et là, les matchs asiatiques et les matchs américains, c'est pas du tout dans mon fuseau horaire. Et donc, j'ai décidé de me spécialiser en Champion, Challenger et U23, uniquement avec des joueurs européens. Ouais. On voit, tu as une belle collection de joueurs de l'Ajax, de Liverpool en rare. Ouais, ça fait partie aussi de Euh, ma stratégie. J'avais pas mal de joueurs à gros potentiel ou bien des gros scoreurs dans des championnats assez faibles. Et puis j'en ai encore quelques-uns, mais j'ai surtout essayé de prendre un maximum de blue chips, vraiment des joueurs qui me tapent dans l'œil, qui me disent, voilà, qui partent dans tel ou tel club ou championnat, ça restera des gros joueurs. Et là, pour la petite anecdote, les limited, ben, je les ai achetés il y a quelques jours, uniquement parce que je commençais à m'ennuyer d'être au chômage technique en attendant la reprise des championnats européens. Et donc, j'ai aligné une équipe spécialiste. Voilà. Et, euh, ok. et je, ouais, je crois que j'ai une T2 limited. J'ai pas été vérifié ou une T2 rare avec cette équipe-là. Donc voilà, moi sinon j'avais dit que je touchais plus l'asiatique, sauf pour la limited, j'ai pas trop le choix là pour le moment. Ah, ok, ouais, t'es allé chercher oui, des joueurs à Et un j'ai montant pris et j'ai raisonnable. et j'ai- et j'ai pris Gerson. Voilà, comme tu as vu, il Je m'a l'ai vu vraiment en rare, impressionné ouais. ce joueur-là. Ouais, ouais, il est juste en bas là, voilà. Je l'ai pris il y a quelques jours, il y a 12 jours, à un excellent prix, je trouve. En plus, c'est la première sur 100, donc j'étais content de l'avoir en plus à un très bon prix. Et c'est un joueur, je me dis, rapport qualité-prix, il peut faire mal la saison prochaine. Tu me dis la première sur 100, si vous le voyez, il y a marqué 1 sur 100, c'est la première carte éditée de cette saison, donc en rare. Euh, T'as ce petit côté collectionneur, donc encore avec toi. Ouais, disons que si je pouvais l'avoir en plus à un bon prix, je me dis autant prendre celle-là. Le manager me l'a proposé au même prix qu'une autre sur le marché, donc j'ai pas hésité. C'est toujours plus intéressant et plus gai, surtout que c'est sa première carte du jeu, euh, parce que C'est il n'y vrai. avait pas de carte de Gerson avant cette saison-ci, donc voilà,
c'est sympa. Ouais. C'est vrai, tiens, on regarde sur le chat, il y a Patou qui nous dit ta galerie fait tellement rêver. On salue aussi Merci Patou, DJ on s'est Sora. rencontrés samedi d'ailleurs. Ah, eh ben écoute, ça rejoint peut-être un autre commentaire qui nous dit un gros bisou à Mehdi, roi du podcast et du dance floor. Est-ce que les deux Encore un commentaires sont témoin de liés ou samedi pas? d'ailleurs. Très bien, peut-être, pourquoi pas. On salue aussi Asset qui est avec nous sur le chat et Sorar Scooter 13, bien sûr que serait un Olympique Sorar sans Sorar Scooter 13 qui nous demande tiens si tu joues à Mega Sorar ou à Captain Sorar. Captain Sorar, non. Parce que ça me prend trop de Tiens, temps. dis-nous un peu ce que c'est ces deux jeux dans le jeu. Bah, ce sont des side games, donc Captain Sorar, je pense que c'est un jeu qui a été créé par justement le manager qui a le nom Captain Sorar. C'est très sympa parce que ça permet de prendre tous les joueurs qu'on n'a pas en galerie, de composer une équipe et puis ensuite d'essayer d'avoir des rewards parce que Sorar met à disposition des cartes à gagner via le jeu Captain Sorar. Donc je conseille à tout le monde. Maintenant, ça prend beaucoup de temps parce que tu as un système de cap avec une sorte de salary cap pour composer ton équipe. Et pour ceux qui ont beaucoup de temps à passer, c'est chouette. Moi, malheureusement, ce temps-là, je ne l'ai pas, donc je n'ai jamais joué à Captain Sorar. Par contre, Sorar Mega, ça c'est intéressant. Donc ça, on utilise ces cartes qu'on a dans la Mhm. galerie pour faire des compétitions, soit des méga 3, donc de 3 cartes, 5 cartes, 8 cartes ou 11 cartes. Et oui, j'y participe très souvent et d'ailleurs, je suis assez bien classé dans la plupart des divisions. Pendant longtemps, j'ai été premier, je pense, en méga 8. Et il y a même un moment où j'étais deuxième en méga 3 et premier en méga 8. Là, je t'avoue que ça fait un petit temps que j'ai pas regardé. Je sais que je suis encore dans le top 10 en méga 3, méga 8. Méga 5, je crois que je suis dans le top 20 et méga 11 un peu plus loin. Mais c'est très intéressant parce que ça donne une utilité supplémentaire à ces cartes. Et puis surtout, il y a moyen vraiment de gagner des très belles cartes avec ce rare méga, des T1, des T0. C'est vraiment très très intéressant. J'invite tiens, ceux qui nous suivent aussi à aller regarder ça. Dans ta présentation, on a parlé de médias Sorar. Oui. J'aime bien, et c'est aussi, Mehdi, le principe de cette émission. Moi, je découvre Sorar et on évolue ensemble avec la base de supporters de l'OM qui est là avec moi, avec nous aujourd'hui. On les remercie. L'idée, c'est vraiment de découvrir tout ça ensemble. Média Sorar, je t'avoue que j'ai vu passer des messages ces derniers mois pour comprendre un peu ce que c'était sur Twitter, des échanges. Donc c'est un regroupement de personnes qui encadrent, qui coachent, c'est ça, si j'ai bien compris, Non, explique-moi un peu le. à la base, Mediasorar, c'est un site de médias, donc c'est-à-dire qu'il y a pas Ouais. mal d'articles qui sont publiés hebdomadairement. Donc, je pense tous les 2, 3 jours, il y a un article qui est publié. Il y en a souvent, je repasse dessus, je les relis avant la publication. Donc, que ce soit des dernières nouvelles annoncées par Sorar, mais ça peut être également des tweets ou des analyses intéressantes. Alors, on contacte le manager et on voit s'il est d'accord qu'on publie, évidemment, en mentionnant son nom sur le site web. Donc, ça, c'est une sorte de carrefour, en fait, d'informations qui sont utiles pour les managers. Donc ça, c'est la partie écrite. Et puis, tu as le podcast à côté qui est l'audio. Donc ça permet aussi d'aider les managers. Tu parlais tout à l'heure de Sorar Mega. Il y a eu un épisode avec le créateur de Sorar Mega qui est Foulek. Je conseille à tous tes auditeurs d'écouter ce podcast parce que ça leur permettra vraiment de comprendre comment Sorar Mega fonctionne et quel est leur objectif dans le futur. Et alors, de fur et à mesure, en fait, j'étais fort sollicité en fait pour coacher des managers en privé, mais vraiment de plus en plus. Moi, ma spécialité, c'est vraiment l'analyse galerie, la création de galeries. Euh, et au fur et à mesure, on se posait la question. J'avais lancé à un moment comment dire, une offre sur notre groupe Telegram. Bon, elle était pas assez ficelée. Donc là, on voulait prendre le temps pour faire quelque chose de professionnel et surtout de déclarer, parce qu'il y a pas mal de coaching qu'on voit passer par-ci par-là. Nous, voilà, on le déclare et
Et dans le coaching, donc tu as coaching d'1 heure avec moi ou bien avec quelqu'un d'autre de mon équipe. Pour le moment, c'est moi. À partir de, je crois, juillet-août, je serai plus en backup parce que j'ai d'autres activités à côté. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider les managers qui ont leur nez dans le guidon. Moi, ça m'arrive aussi, de temps en temps, je demande aussi à l'un ou l'autre pote, malgré que je maîtrise et que je jongle avec l'analyse galerie, de donner quand même son avis, parce que quand on a le nez dedans, il y a le côté aussi affection, le côté sentimental, de se dire, ah oui, mais il y a ci, il y a ça, c'est toujours bien d'avoir un écho, un autre écho. Et donc, dans l'analyse, c'est vraiment... ça prend vraiment énormément de temps parce que j'analyse joueur par joueur, championnat. Il n'y a pas seulement l'analyse sur hard data, ça va bien au-delà de ça. C'est regarder l'homogénéité au niveau des joueurs, de l'âge, des rumeurs, de pics de forme, enfin toute une série de paramètres que j'ai sur un document. Et puis ensuite, c'est de sortir un projet et toujours personnalisé. Ça, c'est vraiment très très important parce que tu demandes une analyse galerie. Chacun fera une analyse galerie par rapport à sa vision. Et l'objectif là, c'est de se mettre vraiment à la place du manager, regarder combien il a investi, c'est quoi qui le fait kiffer, est-ce que c'est l'achat-revente, est-ce que c'est les SO5, est-ce que c'est le buy and hold, enfin, regarder tous ces paramètres-là, et puis ensuite vraiment de se mettre à sa place et d'analyser comme si tu étais le manager qui fait appel à tes services. Et voilà. Donc je l'ai fait pas mal de fois avant de lancer ça officiellement, mais ça fait pas tellement longtemps, je crois que ça fait un peu plus d'un mois qu'on l'a lancé officiellement sur le site de Médias Sorare. Avant, c'était plus en direct Twitter. J'ai même créé, enfin voilà, il y a une galerie, il y a un investisseur qui m'avait contacté, il voulait mettre 200 000 euros dans le jeu, et il me demandait de créer sa galerie de A à Z. Donc ça aussi je l'ai fait, et c'est en discutant en fait avec quelques joueurs pros de poker qui faisaient appel à mes services qu'on a décidé de se mettre plus du côté premium, c'est-à-dire qu'on a ficelé un guide. Je pense que le guide est vraiment très très intéressant et il est téléchargeable gratuitement sur le site. Pour moi, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais je trouve qu'il est vraiment très très complet pour un manager qui n'avait pas envie de débourser le moindre euro. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, mais c'est vrai que ça s'adresse plus à des managers qui ont quand même des galeries conséquentes. Alors ils peuvent faire appel à un service qui est payant et qui est effectivement premium. Et puis à côté de ça, il y a l'inscription, un peu comme tu fais, les personnes qui s'inscrivent, là, je les appelle, donc ils reçoivent un formulaire, et puis en fonction de leur objectif et tout, leur budget, on a un call d'une demi-heure. On met 20 minutes sur le site, mais c'est régulièrement 1 heure, parce que j'aime bien connaître les gens aussi. Voilà, c'est pour ça aussi que je fais, c'est ça qui est chouette. Dans le podcast, il y a aussi un peu ça, je m'attarde un peu sur la personnalité de la personne, parce que c'est là aussi que je prends mon plaisir. Uniquement Sorare, oui, c'est gai, mais j'aime bien aussi connaître des gens, des nouvelles rencontres. Et là, par exemple, le samedi, la rencontre qu'il y a eu à Paris, c'était très très chouette, parce que ça permet d'aller au-delà de Sorare et de vraiment avoir des rencontres et des affinités avec des personnes, quoi. Je suis plus du côté humain que côté, je vais dire, pro. Sache que ça se ressent déjà quand on écoute ton podcast, et c'est très très bien comme ça. Juste petite précision par rapport à ce que tu disais justement sur les coachings. À un moment donné, tu parlais de coaching à l'heure quelque part au tout départ. Je me permets une analogie, tu me dis si je m'égare ou pas. Ça fait quelques mois là que j'ai commencé à jouer au padel. Je me régale. J'ai jamais joué au tennis de ma vie, mais je me suis mis à ça, je m'éclate, je joue avec des potes qui démarrent là-dedans, on s'éclate tous, on a arrêté le foot, on se met à ça, on se régale. Ça m'empêche pas, pour apprendre le côté un peu technique, les mouvements de raquette et tout, je me suis pris comme ça un cours particulier avec un prof pour avoir un peu un côté méthodologie pour pas faire n'importe quoi sur un terrain. Et derrière, je joue avec mes potes. Enfin, je n'ai pas le prof, je le vois pas une fois par semaine. J'ai pris 2-3 cours. Là, par exemple, j'ai envie de retourner le voir parce que justement, j'ai joué avec des potes et compagnie. On peut procéder de la même manière à ce niveau-là du coaching Sorare, c'est-à-dire faire appel à toi pour une période donnée, pour que justement, tu es plus dans la création de galeries. Et puis après, le plaisir aussi, c'est de découvrir soi-même des pépites, de faire un peu son truc. Enfin voilà, c'est totalement modulable. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais
tu fais l'analogie avec le tennis. Moi, je suis un ancien joueur de tennis, donc ça me parle beaucoup. Mhm. J'adore le padel aussi, mais disons que l'investissement n'est pas le même. Tu vois, les personnes qui font un Oui, appel, il y là, a par ça exemple, aussi. la semaine passée, j'ai eu un call d'une personne qui voulait avoir 1 heure de coaching. Il avait besoin de redéfinir sa stratégie. Donc, il avait toute une série de points qu'il voulait aborder avec moi et avoir mon retour là-dessus. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a pas mis, voilà, quand tu vas jouer au paddle, à la limite, toi tu payes à l'heure ou bien tu prends un abonnement, ton Oui, abonnement ça va peut-être te coûter, je bien sais pas, sûr. moins de 500 € et ta raquette. Bon, le gars qui a mis 10, 15, 20 000 euros dans le Bien jeu sûr. et qui commence à douter et qui voudrait avoir, ben finalement, voilà, c'est plus à ces personnes-là que ça s'adresse et eux, c'est ce qu'ils recherchent aussi. Donc, évidemment, on va peut-être chercher les 2-3% ou peut-être les 1% de managers qui sont concernés, mais c'est le créneau qu'on a choisi. Puis quand je fais du coaching, il y a souvent du suivi parce que j'aime bien avoir un retour après des managers, de se dire, bah, écoutez, n'hésitez pas à me mettre au courant d'évolution de votre galerie par rapport à ce qu'on a discuté et vos performances et tout, parce que c'est gratifiant. Je vois, tiens, il y a une question dans le chat, tiens, de Sorar Scooter qui nous dit comment gères-tu la chute de l'ETH de ton côté? C'est vrai que c'est des inquiétudes qui reviennent souvent, bon, qui concernent pas Ouais. ceux qui se projettent dans Sorar sur le long terme, Bah, écoute, mais quoique. ouais, les ETH, j'en ai en tant qu'investisseur crypto. Donc là, j'y touche pas sur le long terme. Après, c'est gai de dire. Enfin, c'est facile de dire, ouais, j'avais des cryptos. De toute façon, c'est pour le long terme. Euh, Vraiment, si j'avais su qu'il y avait cette chute-là, bah, j'aurais probablement vendu la moitié pour acheter beaucoup plus bas par la suite. Euh, mais pas pour faire l'analogie, la comparaison avec Sora, bah, je suis content d'être rentré dans Sora parce que finalement, quand tu vois la chute des galeries ben ça n'a rien à voir par rapport à la chute du marché des cryptos. Donc moi, personnellement, je le vois plus comme une opportunité d'achat, même si rien ne dit qu'on ne va pas aller plus bas en Ether. Je suis quelques experts dans le monde du trading, pas forcément crypto, mais vraiment des gens que je suis depuis plusieurs années et dont c'est leur boulot. Ils sont traders à temps plein. Et voilà, il y a plusieurs scénarios qui existent. Aujourd'hui, rien ne dit qu'on est arrivé au plus bas. On va peut-être aller plus bas. Mais je suis content parce que je trouve que le marché de Sora, évidemment, suit quand même la valeur en Ether, mais il y a quand même une décorrélation dans le sens où bah, tu vois que les gros joueurs ou les joueurs à fort potentiel, etc., bah, ils gardent une valeur, je veux dire, en euros qui est quand même, et même enfin, surtout en Ether, mais même en euros qui reste quand même intéressante. Donc si, pour les personnes qui veulent investir, moi je trouve qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire un moment, le plus beau moment, mais un moment propice, je pense. Après, comme tout investissement, si à partir du moment où on veut mettre des billes dedans, bah, c'est bien de lisser aussi l'investissement en plusieurs étapes. Pas mettre, voilà, si on a 1 000 € aujourd'hui, pas les mettre peut-être tout de suite, les 1 000 €, mais par palier. Tiens, il y a Toduche qui nous dit Nicolas Kalinic, un vrai crack, il me fait gagner full rewards, je vous le conseille vraiment. Kalinic, donc buteur croate, rappelez-vous, on en avait parlé à l'OM il y a 5-6 ans de tête, c'est Rudi Garcia qu'il aimait beaucoup à l'époque, il jouait à la Fiorentina, il était passé par Dniepopetrovsk, avec qui il était arrivé en finale de Ligue Europa, si je me souviens bien. Il jouait encore en Italie il y a peu, Hellas Vérone, je crois, 33-34 ans. Et là où ça devient intéressant pour Sora, c'est qu'il a regagné son championnat croate et c'est devenu le buteur de l'Ajout Split, donc il n'est pas une équipe référencée dans Sora. Il n'y a que le Dynamo Zagreb pour ce championnat Challenger. Mais Kalinic a sa carte éditée depuis le début de saison, donc avec l'Italie. Donc effectivement, ça fait but sur but. Voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs comme ça. Faut suivre un peu le mercato. J'en ai vu un, je vous dis pas c'est un conseil, c'est un crack, machin. Je vous dis juste peut-être penchez-vous sur son cas, puisqu'en plus il revient en championnat de Belgique. Il vient en championnat de Belgique, c'est le buteur hollandais Vincent Janssen. Lui aussi, on en avait parlé il y a des années. Ça n'a pas de nous rajeunir à l'Olympique de Marseille. C'était Vincent Labrune qui s'était posé sur son cas. À l'époque, il jouait à Tottenham. Là, il était au Mexique et il rentre en Belgique à Antwerp.
qui a fini quatrième du dernier championnat belge, donc qui va jouer les tours préliminaires pour la Coupe d'Europe là pendant l'été. Donc à voir si, parce que on le sait, hein, Mehdi, un mec, on parlait tout à l'heure, un mec d'un championnat comme ça, challenger, qui marque, ça devient une denrée appréciable. Ouais, moi j'aime bien aussi quand ils ont un peu d'âge. Tu prenais l'exemple de Kalinic. Voilà, c'est vrai qu'il est sur la fin, je crois qu'il a 34 ans. Mm. Mais je pense que pour le championnat croate, qui est quand même assez faible, j'ai vu quelques matchs justement pour suivre Kalinic et j'avais aussi Ferro dans la même équipe avant qu'il retourne à Benfica. Voilà, le niveau, c'est pas génial. Donc, il risque d'être encore crucial pour cette équipe-là pour au moins une saison, je pense, voire 2 saisons. Donc, avoir des vieux dans des équipes, dans des bonnes équipes dans le championnat Challenger, moi, j'aime bien. Et en plus, ils sont en général rapidement bankable et ils sont vite amortis. Parle-nous un peu, tiens, tu nous disais que tu accordais pas mal d'importance à l'humain. Dis-nous un peu, Mehdi, voilà, raconte-nous un peu des belles histoires Sorare. Là, ça fait un an et demi que tu es dans cette aventure. Raconte-nous soit des gens que tu as rencontrés, avec qui tu as fait des trades et finalement avec qui tu es en contact régulier, ou des joueurs à qui tu t'es attaché. Voilà, raconte-nous un peu donne-nous un peu d'humain justement, mais te concernant. Tu as l'habitude de faire parler les gens. Là, dis-nous un peu voilà ce que tu as vécu, à qui tu t'es attaché, que ce soit un joueur ou un manager. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'anecdote avec David Boga, donc le co-créateur. On Ouais. s'est pas vu, on s'est associé sans se voir de visu. Et que j'ai rencontré samedi dernier. Alors j'ai rencontré pas mal de très très chouettes managers aussi la fois passée. Il y a Holdex, Coach Nasser, toute une série de gars avec qui, surtout Holdex, s'il m'entend, qu'on échangeait sur Discord. Et là, le voir en live et de faire la teuf ensemble, c'est gai. Je parlais tout à l'heure de Joe Bettman qui est au Costa Rica. Écoute, ma femme dit ouais, c'est ta maîtresse parce qu'on on se laisse des messages vocaux quasiment quotidiennement depuis plus d'un an. C'est vraiment devenu un bon pote, donc on échange sur plein de choses. On a des passions assez communes. Il aime bien la nature, moi aussi. Voilà, on parle de beaucoup de choses en dehors de Sorare aussi. J'ai rencontré aussi, je suis parti à Lisbonne avec toute une série de managers flamands, donc des Belges, mais qui sont néerlandophones. Ok. J'étais le seul francophone, mais je parle très bien néerlandais, donc je suis parti avec eux. Là aussi, j'ai rencontré physiquement aucun manager. Directement, on est parti à Lisbonne, on s'est pris un Airbnb. Donc je me dis, mon Dieu, en plus, moi j'ai déjà plus de la quarantaine. Donc, et la plupart des managers là, ils avaient, le plus jeune, je crois qu'il avait 23-24 ans. Et puis le plus âgé après moi, je crois qu'il avait 34 ans ou 35 ans. Donc, quand même quelques années d'écart. Et puis, on s'est super bien entendu on est resté 4 jours. Donc, très, très chouette aussi. Et alors, par rapport à des joueurs lesquels je me suis attaché, écoute, j'essaie quand même de garder le côté sentimental un peu de côté. S'il y en a vraiment un que je dois mettre en avant, c'est Kimmich. Parce Mhm. que je suivais le foot. Quasiment premier reward donc. Ouais, je crois que, ouais, voilà. Et j'ai vu que c'était un énorme scoreur sur Sorare. Et puis finalement, j'ai commencé vraiment à le regarder de près. Et j'ai kiffé son jeu. C'est un mauvais perdant, un peu comme je suis aussi. Un caractère sur le terrain qui lâche rien, il se donne tout. Enfin, voilà, j'aime bien m'identifier à ce joueur-là et surtout, enfin, mon fils adore aussi parce qu'il a un peu la même hargne sur un terrain. Donc, ouais, je vais probablement prendre Kimmich ou sinon Onana aussi. Pour la petite anecdote, je m'occupe Le Onana de Lille donc. Ouais, le Amadou Onana de Lille, tout à fait. Pour la petite anecdote, il y a plus ou moins un mois, il joue à domicile, je sais plus contre qui. Je suis président d'un assez gros club de basket spécialisé dans la formation des jeunes en Belgique. Et j'ai un de mes coachs qui qui m'envoie un message le samedi, qui me dit, tiens, Mehdi, est-ce que ton fils peut venir dépanner dans mon équipe demain dimanche? Et puis je dis, écoute, je t'appelle. Et je l'appelle en fin de journée, donc je crois qu'il était 19h30 ou 20h, un peu avant le match. Et il me dit, ouais, j'entends du bruit derrière, oui, Mehdi, je te rappelle, du bruit. Puis
Puis il me rappelle 10 minutes après, il dit voilà, je me suis isolé, désolé, beaucoup de bruit, je suis à Lille. J'ai dit, ah tiens, où t'es à Lille? Ben, je suis à Lille, je suis au LOSC. J'ai dit, ah bien, c'est cool ça. Il me dit, ah, t'aimes bien le foot? Moi, j'ai dit, ouais, quand même un peu. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vas voir qui? Ben, je vais voir mon cousin. Moi, je dis, c'est qui ton cousin? Ben, c'est Onana. Ah, j'ai dit, Amadou. Elle dit, ah, tu connais? Je dis, bah oui, je connais. Et donc, le lendemain, je suis allé avec mon fils au match et on a discuté. Et je lui dis, c'est vraiment ton cousin? Il me dit, ah ouais, c'est le fils de ma tante. Donc il va m'organiser une rencontre avec Amadou Onana durant les vacances. Ça va être sympa. Eh ben, écoute, tu pourras te faire signer ta carte, peut-être virtuellement, pourquoi pas, tiens, il Ouais, pourra faire ça. En tout cas, c'est toujours un clin d'œil sympa, effectivement, quand on a les cartes des joueurs. Merci Mehdi d'avoir été avec nous, de nous avoir avec accordé plaisir, Romain. un peu de Merci pour temps. ton invitation. Et On a un tweet, vous l'avez place à vu, toi. avec ton compte. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Mehdi. Et puis voilà, si vous avez envie de pousser l'expérience et de vous attacher les services de son expertise, c'est possible aussi. Voyez directement avec lui sur ses réseaux sociaux. Merci Mehdi et à bientôt dans l'aventure Sora. À bientôt. Salut, ciao, ciao. Salut. Très heureux. Et donc, très heureux d'avoir Mehdi et son podcast. Et puis, alors, c'est pas une spéciale, mais tant qu'à faire, son dernier invité dans son dernier podcast était un fidèle, on va dire ça comme ça, également d'Olympique Sorare qu'on a accueilli déjà dans cette émission. Donc, je me suis dit, bah tiens, c'est bien d'avoir le doublé, c'est bien d'assurer un peu la continuité. Il y a donc Tony Laure qui va nous rejoindre pour évoquer un peu tout ça. Tony, tiens, on va retourner voir sa galerie et puis il nous dit dès qu'il est là, pareil, un beau Je suis et prêt, moi. gros joueur Soar. Tu es là? Ouais, je suis là, moi. Comment ça va? Bah, écoute, un peu stressé, on attend les news de la DNCG, non? Ah, toi aussi. À l'affût, hein. Effectivement, on attend les news de la DNCG pour voir, tiens, transition faite, qu'est-ce qu'il adviendra, notamment de Bamba Dieng que tu as en super rare. C'est ça. Pas mal. Eh ouais. Et Pas merci de mal, pas mal. m'accueillir Comment encore, moi. ça me fait très plaisir, Tony. On peut te retrouver sur le podcast de Magic Mehdi. C'est le dernier qui est en ligne. Tu prends goût à cette aventure médiatique pour parler de Sora. On rappelle que quand l'After avait fait une émission où ils avaient reçu le créateur Nicolas Julia, tu étais intervenu aussi dans l'émission. C'est toujours un petit plaisir, un kiff, un enthousiasme toujours de parler de Sora, d'être à fond. Voilà, on rappelle que tu as une très belle galerie, que tu as bien bossé. Voilà, on voit quand même de sacrés noms, de sacrés joueurs. Toujours un petit plaisir de défendre entre guillemets un peu ce projet. Bien plus que ça, Romain, hein. Pour être honnête avec toi, je crois Mm. que l'écosystème Sorare me plaît encore plus que Sorare en soi, le jeu. Rencontrer les gens, comme Mehdi l'expliquait samedi dernier, c'était incroyable. Ah, on a eu un petit souci de connexion du côté de Tony. Ça va revenir rapidement, j'imagine. Regardez, je vous montre en attendant, bien sûr, sa galerie où vous voyez, il y a quand même du Saliba, il y a du Ben Yedder en super rare. Alors, il y a quand même des joueurs plutôt costauds. Tiens, est-ce que tu peux te reconnecter, mon cher Tony? Je te mets un message d'ailleurs en ce sens si jamais tu n'as pas la petite fenêtre de chat branchée. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour toi. On le sait, les amis, en attendant, tiens qu'il se reconnecte, notre ami Tony, pour vous rappeler que c'est une période. Alors, vous avez vu Mehdi qui nous expliquait que lui s'était fait une équipe là de Ligue asiatique. Tony, tu es de retour? De retour, je sais pas où est-ce que tu m'as perdu.
Écoute, je t'ai perdu il y a 30 secondes à peu près. Tu nous parlais de cette aventure Sorare, de ce système Sorare qui te plaît limite encore plus que Sorare. Ouais, c'est ça, honnêtement, les échanges que j'ai sur le côté. Et puis même là, chaque fois que je passe sur Olympique Sora ou plus récemment sur Media Soir, j'ai des échanges derrière, des gens qui me contactent et qui m'offrent des angles que j'avais pas appréhendés. Tu vois, je pensais jouer, expérimenter, mettre en place une stratégie et j'avais pas du tout prévu toutes ces expériences qui pour moi me font entrer dans un monde qui m'a toujours fait rêver. Et donc, Comme quoi, ouais, par c'est exemple, exceptionnel. dis-nous. Bah, tout ce côté médiatique, c'est un monde que je ne connaissais pas. Et puis, tu sais, pour moi, Sora, une de ses grosses forces, c'est justement ce côté immersif qui te fait vivre des trucs qui t'ont toujours fait rêver. Quand tu es juste un amateur du foot, tu as toujours l'envie de rentrer dans ce monde, te dire que bah voilà, tu adorerais être un joueur, un agent, un coach, un directeur sportif, un journaliste. Ça te fait rêver ce monde-là, mais tu jamais vraiment l'opportunité. Et quand tu es dans ce jeu, tu as un peu l'impression de vivre ces émotions, de gérer ton effectif. Et quand en plus, tu as l'opportunité de vraiment rencontrer des gens de ce monde, et je pense grandement à toi quand je dis ça, je me dis, waouh, quoi, c'est incroyable ce côté immersif. Vraiment, c'est le terme qui me revient à chaque fois. J'ai l'impression vraiment d'intégrer un monde qui m'a fait rêver depuis que je suis tout petit, hein, comme toi, depuis 1994. Donc ouais, vraiment, c'est un gros kiff, quoi. Tiens, tu en parlais, prenons une minute pour évoquer ce sujet-là. Après, on regarde parce qu'il y a des questions super intéressantes, notamment de. Et c'est pas moi. Dans le chat, tu disais, bah, tiens, dans le podcast, que le joueur qui t'a fait peut-être aimer le football, c'est Romario. Et Ouais. bah, c'est mon cas aussi. C'est pour ça que j'ai un peu halluciné quand j'ai entendu ça, puisque bah, j'ai vraiment accroché avec la Coupe du Monde 94. Évidemment, j'avais 8 ans quand il y a eu les victoires de l'OM en Coupe d'Europe, mais je vais pas faire le mec. À 8 ans, je regardais l'OM, je savais très bien les schémas, machin. Je regardais avec mes parents, j'étais pris par la folie du truc, mais voilà, j'ai pas vraiment regardé. Là où j'ai vraiment, regardé le foot en tant que match de foot, tout ça, c'est la Coupe du Monde 94, et donc c'est Romario. Et c'est vrai que Romario, c'était le marionnettiste quelque part, et j'étais très très fan de ce joueur. Tiens, il y a Sorare en 94. Tu es prêt à mettre combien sur la carte de Romario? Oh là là, mais je crois que je change ma galerie quand ce bonhomme, je veux dire, il y a des choses qui ne s'évaluent pas de cette manière. C'est clair que le côté émotionnel, c'est peut-être parfois ma faiblesse, mais je me retrouve dans tout ce que tu dis, quoi. Quand je dis que je suis fan de Romario, les gens me regardent, ils me disent, mais t'étais né? Et ouais, ouais, malgré ma tête de bébé, j'étais né. Il m'a fait rêver, j'ai voulu jouer comme lui, célébrer les buts comme lui. Les matchs contre les Pays-Bas, Ouais, c'est évidemment. incroyable, quoi. Vraiment, c'est des choses que Ce j'ai pas match-là, revues et forcément par la suite, ouais. C'était incroyable. je pense que je conseille vraiment à tout le monde, si vous avez l'occasion de vous choper un replay de ce match Brésil-Pays-Bas, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. C'est un match extraordinaire, Ouais. vraiment. Et en plus, il y a tous les ingrédients, au-delà du côté la qualité footballistique et autres. Mais c'était vraiment bon. C'est une Coupe du Monde aux États-Unis, les matchs mi-journée, le Brésil qui joue en bleu, si je me rappelle bien, les Pays-Bas en blanc. Enfin, il y a tout. C'est-à-dire, vous avez la forme et le fond. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'était au moins aussi bien que le Brésil-Pays-Bas de la Coupe du Monde 98, Ah bah oui. qui est aussi quand même, Le qui est plus beau aussi maillot que quelque j'ai pu chose voir, hein. de. Ce Brésil en bleu, il est magnifique, hein, je trouve. C'est vrai que c'était quelque chose. Tony, la dernière fois que tu es venu dans Olympique Sorare, tu nous as dit, ben, j'ai peut-être une opportunité de bosser avec Sorare, donc il n'y a pas de secret, tu nous en as parlé. On en est où? Ça suit son cours? C'est Ça toujours suit son cours. dans le Ouais, process, comme c'est on toujours dit? l'objectif. C'est ça, c'est toujours l'objectif. Mais tu sais, je marche sur une corde raide très fine, c'est-à-dire que je fais un peu ma promo, tout en sachant que mon employeur actuel ne serait peut-être pas fan de cette stratégie. Mais je me suis dit que bon, tant que ça reste dans ce petit monde, tout va bien. Mais je sais que Mediasorar aime bien publier sur LinkedIn, là où se trouve mon employeur. Et des gens m'ont retrouvé derrière sur LinkedIn, ah, mais je te connais au Luxembourg, c'est toi et tout qui était sur le podcast. Donc je me rends compte que finalement cette communauté grandit très vite.
Ça n'a pas encore atteint l'oreille de mon employeur, mais bon, je trouve l'aventure très excitante de ce point de vue-là, c'est drôle. Mais pour le moment, oui, ça suit son cours. Ça suit son cours et ils m'ont dit de rester patient parce qu'ils se concentrent beaucoup sur le profil technique, vu qu'ils veulent construire vraiment le produit, la plateforme et l'expérience client. Et que moi, mon profil est plus dans l'humain, comme tu disais, Mehdi, un peu plus dans l'humain, dans le ressources humaines, plus dans le côté coaching, tout ça. Ils m'ont dit d'être plus patient, mais en tout cas que mon profil les intéressait. Du coup, bah, c'est ce que je fais. En attendant, bah, je continue mon expérience, je continue mes rencontres, je continue d'apprécier ce jeu et tout ce qui te fait vivre en parallèle. Et grâce à toi, j'en ai vécu des très belles. Donc voilà, moi je suis à fond dedans et toujours aussi passionné. Alors, il y a un petit problème de son, peut-être ça grésille un peu. Est-ce que c'est les trémolos dans ta voix qui ont du mal à être traduits par ta carte son? Peut-être, on n'espère pas. Tiens, ben, justement, on nous dit à la technique, si tu peux te reconnecter, voilà, je te reprends dans Ok. une minute, Tony, il n'y a aucun souci là-dessus. En attendant, tiens, que tu te reconnectes, on va continuer de checker un peu les galeries. Vous le savez, il y a beaucoup de sujets avec des transferts de joueurs qui passent donc du coup du championnat Challenger à Champions Europe. Il y a eu le cas de Sébastien Haller notamment, qui était un gros attaquant Challenger pour de nombreux managers et qui va passer de l'Ajax au Borussia Dortmund, donc il passe en Champions. Voilà, il y a beaucoup de joueurs comme ça de Challenger qui vont migrer vers la Champions. Je pense à Mario Götze, qui a fait le bonheur de pas mal de personnes avec le PSV et qui va rejoindre Francfort. Donc, oui, il va jouer la Ligue des Champions, mais il sera en Champions Europe dans une équipe Francfort qui ne va pas survoler le championnat d'Allemagne. Donc, c'est des critères à prendre en compte. Est-ce que tu es impacté, Tony, sur tes joueurs par le mercato actuel? Moins, parce que je l'ai anticipé. On connaissait un peu les joueurs challenger qui allaient passer en champion, comme Gravenberg, comme Haller. Donc j'ai un peu anticipé tout ça. J'ai essayé de vendre ce que j'avais en challenger pour me focuser en champion. Et Tu as ensuite, vendu qui, tiens, par exemple? alors là, j'en ai vendu beaucoup de l'Ajax récemment. J'en ai vendu beaucoup qui étaient en Belgique, comme De Ketelaere, comme Rensch, le défenseur, comme vraiment beaucoup de joueurs que j'avais en challenger parce que c'est plus un championnat que je veux prioriser. Je veux vraiment tout mettre en champion, quitte à passer en super rare. Comme tu vois, l'évolution de ma galerie devient un petit peu bleue. Parce que c'est là où j'ai le plus de stabilité, j'ai plus de lisibilité. Je sais que les joueurs, une fois qu'ils sont en champion, en général, ils y restent jusqu'à la fin de carrière. Du coup, j'ai pas de mouvement qui pourrait amener des chutes spectaculaires. Tiens, tu es Et allé c'est ce que je chercher, préfère. il y a un mois, tu es allé chercher un Sébastien Haller. Alors, tu nous dis que tu voulais te concentrer sur la Champions. Et un mois, tu vas chercher un des meilleurs attaquants de Challenger. C'est quoi? Tu avais des infos? Non, du tout. Au contraire, c'était qu'à l'époque, on pratiquait des échanges avec des amis. Donc, il y en a un qui a besoin d'alerte, j'avais besoin d'un de ses attaquants. On a fait un petit échange, on s'est entendu sur le coup, puis je l'ai récupéré par la suite. Tiens, tu nous parles de petit échange. J'ai lu, il y a eu une note qui est passée sur les échanges qui vont plus être trop permis dans les nouvelles conditions SORA. Ouais, ouais, faut faire attention et je comprends pourquoi. Jusque-là, ils pensaient dissuader tout le monde en faisant perdre un peu d'expérience à la carte lorsque tu Mhm. faisais des transactions, mais ça ne bloquait pas les gens. C'est-à-dire que des fois, pour optimiser ta galerie, il valait mieux que tes joueurs aillent jouer ailleurs, chez des managers qui manquaient de joueurs, donc tout le monde pouvait s'entendre et puis optimiser ainsi. Là, ils veulent un peu resserrer les boulons, faire en sorte que ça devienne encore plus dissuasif, ce que je peux comprendre. Cela dit, bon, quand tu as des joueurs qui sont vraiment sur le banc et qui ne jouent jamais, surtout quand tu as des rewards qui servent pas à grand chose, je trouve qu'ils y gagneraient à trouver encore plus d'utilité pour ces cartes-là que de serrer les vis un peu partout, quoi. Ok, ok. Tiens, je te pose une question, et c'est pas moi, donc je l'ai annoncé tout à l'heure, qui nous demandait un peu, voilà, comment se positionner face à l'augmentation de la compétitivité, pardon, dans chaque rareté, avec l'augmentation du nombre de managers, dont ceux avec des moyens importants. Mehdi nous parlait d'un mec qui débarque, qui dit, tiens, je veux mettre 200 000 euros sur la table pour commencer Aventure Sora. On va pas se mentir, la majorité des gens qui nous regardent aujourd'hui
sont pas concernés par cette catégorie-là. Et puis aussi le nombre de cartes, le taux de reward. Voilà, voilà, comment on anticipe ça, comment on évalue ça, on fait sa stratégie en fonction d'eux. Faut bien se placer en termes de division, c'est-à-dire que va pas jouer la D3 ou la D4 si ton budget ne le permet pas. Je trouve que ça reflète vraiment bien ce que tu as dans le championnat dans la vraie vie, c'est-à-dire que bah, si tu as le budget de 3, va pas essayer de concurrencer le PSG. Essaye de t'adapter, de te positionner, de trouver les bons coups, parce qu'au final, même si tu es le PSG, tu n'alignes que 11 joueurs dans la vraie vie, 5 joueurs sur Sora, ça, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, même si dans la majeure partie des cas, les gros budgets vont ramasser les grosses rewards, ça t'empêchera pas de performer si tu te places bien, si tu es plus stratégique, tu prends le temps vraiment de bien composer ton équipe et va falloir peut-être passer un peu plus de temps pour dénicher les vraies pépites, mais ça reste tout à fait jouable, hein. J'ai gagné, moi, mes rewards, parfois je les gagnais avec des équipes que tu n'attendais vraiment pas, quoi, avec des seconds couteaux, avec des gars sur qui je comptais vraiment pas, et ils m'ont permis de gagner beaucoup de choses. Donc, c'est rarement, c'est rarement les top stars qui te font tout le temps gagner. Souvent, c'est un gars que tu n'avais pas prévu qui te fait apprécier le jeu encore plus. Donc, pas se laisser intimider, d'autant que c'est assez proportionnel, hein. Plus il y a de gens qui rentrent sur la plateforme et jouent à Sora, plus il y a de rewards. Donc, moi, plus il y a de joueurs, plus je suis content, hein. Donc, je vois vraiment ça d'un bon oeil, moi. Sims Laurent, par rapport à ce qu'on parlait, notamment des joueurs qui changent de catégorie, qui nous cite Oumar Solé, pardon, le défenseur qui était formé à Lyon, qui est parti à Ouais, ouais. Salzbourg, et puis qui commençait à devenir titulaire avec Salzbourg en défense centrale. On s'est dit, tiens, ça va être le bon plan, le mec, parce qu'on sait que les centraux sont généralement bien notés dans Sorare. Donc, tu parles un central qui joue dans un championnat, dans une équipe qui survole sa division, ça allait être le bon plan, le bon plan, le bon plan. Paf! Il devrait signer normalement au Torino, où il va jouer donc le maintien, voire le milieu de tableau en Serie A. Alors, ça ne sera pas Ouais, ouais. forcément la même chose, ceux qu'on décarte. Ceux-là vont se retrouver avec un défenseur qui est peut-être pas ce qui se fait de mieux pour la Champions. Voilà, ça Ouais, fait c'est bien ce partie que aussi là j'expliquais, hein. Quand tu passes de du challenger à mercato. champion, c'est l'ambition de tout joueur au final. Quand tu es dans un championnat challenger, de passer en champion, c'est normal que quand tu es en Salzbourg, tu veuilles aller en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne. Donc tôt ou tard, tu sais que ça va arriver et tu sais que l'intégration sera une question. Tu sais que l'équipe qui va le recevoir ne dominera sans doute pas autant que l'équipe d'où il vient. Du coup, tu peux toujours, dans 90% des cas, t'attendre à une chute de sa valeur. C'est pas tout le monde qui peut faire comme Luis Diaz, passer de Porto à Liverpool sans perdre en qualité et en performance. Mm. Tu as Bruno Fernandes, tu vas compter sur les doigts de la main, et tous les autres, il va falloir au moins une grosse période d'adaptation avant d'espérer retrouver un niveau de performance équivalent. Et c'est pour ça que moi, je me focus sur la Champion, parce qu'une fois que tu es en Champion, une fois qu'un joueur est en Champion, il va y rester en général. Donc, tu peux construire sur le long terme, comme ça. Après, à voir, parce que tu vois, moi par exemple, j'ai Gravenberch. Ouais. Que j'ai vu jouer Moi avec aussi, hein. l'Ajax cette saison en Ligue des Champions. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, il a tout, physique, technique, voilà. Donc je me suis dit, lui, le jour où je me mets à Sorare, j'avais déjà ça un peu dans la tête en regardant le premier tour de Ligue des Champions. Je me suis dit, le jour où je me mets à Sorare, c'est un mec que j'essaierai d'avoir. Et je suis allé le chercher sans réfléchir parce que c'était sur la première période, celle où où tu vas chercher des mecs un peu coup de cœur, un peu pépite, tout ça. Donc je suis allé chercher ce mec-là. J'ai presque envie de te dire peu importe le prix, ce qui est pas à faire. Maintenant que je l'ai, je suis très content de l'avoir. Même s'il s'est engagé, on le rappelle, au Bayern Munich, qui ne part pas pour être titulaire au Bayern Munich. Eh ben, je suis très content de l'avoir parce que je me dis, si tu sais, c'est un peu comme les jeux vidéo, les mecs que tu prends, c'est un peu comme Dalsim ou Zangief à Street Fighter. Si tu regardes bien, les puristes, ils prennent Zangief et Dalsim parce qu'ils savent que voilà, si tu sais bien les manier, ça devient des armes redoutables. J'ai l'impression qu'un Gravenberch, par exemple, il rentre totalement dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que si tu captes bien le moment où il va être titulaire avec le Bayern,
il peut faire de très très gros matchs. Et il peut faire très mal, même s'il est jeune, même si c'est sa première saison. Il y a des matchs où il va briller. C'est mon avis. C'est là que je note qu'on est vraiment de la même génération, Romain, hein, Street Fighter, des années, hein. Mais oui, ta logique se Bien sûr. tient, mais ça rejoint ce que je te disais avant, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, tu auras quand même une grosse période d'adaptation, d'intégration, avant qu'il Bien sûr. n'espère retrouver son niveau de performance. Tu vois, le temps qu'il gagne sa place, qu'il passe devant les Musiala et autres, va falloir être patient, et en attendant, ta carte sera très peu jouable. Parce que tu ne sauras pas quand est-ce qu'il va jouer, tu ne sauras pas quand est-ce qu'il sera titulaire ou quand il va rentrer en jeu. Du coup, oui, moi je pense qu'à terme il s'imposera, mais là pendant peut-être quelques mois, voire une saison, cette carte elle part un peu sur le banc, quoi. Ça, voilà, on revient par contre sur la méthode que j'expliquais il y a quelques émissions de ça. C'est bien de quadriller un peu, de se faire un petit carnet et de se dire dans ma catégorie milieu de terrain U23, là en l'occurrence, ben, j'ai 3 mecs parce que voilà, le moment où je peux pas m'utiliser Gravenberg, ben, j'en ai un autre. Tiens, Sora Scooter qui nous dit Dalsim était merdique néanmoins. Je connais certains mecs qui jouent avec Dalsim et qui te massacrent sur Rare Scooter 13, qui sont des champions de Street Fighter. Et moi aussi, je me suis dit, ouais, c'est bon. Moi, je prenais Chun-Li. Voilà, j'étais assez axé sur Ça la m'étonne pas, rapidité des coups. ça m'étonne pas. Et Yata. Et effectivement, c'est très compliqué si tu joues face à des puristes avec Dalsim, ils te rendent dingue. Bon, voilà, parenthèse Street Fighter mise à part. Effectivement, sur Soar, je m'adresse à ceux qui jouent par exemple en rare, mais aussi en limited, en super rare, il n'y a pas de petit budget, et qui ont voilà 5, 6, 7, allez, 10 cartes grand max, et qui dans leurs cartes ont Gravenberg. À ce moment-là, effectivement les gars, non, il faut pas miser là-dessus, mais de toute façon, je pense que ça rejoint ce que tu disais. Je pense que dans ces moments-là, il faut vraiment viser la Champions parce que les mecs de Champions restent en Champions et que tu te permets d'aller chercher de la Challenger ou quoi si tu es sur une logique où tu as un peu plus de turnover. Voilà, je rappelle que moi sur ma galerie, j'ai 40-50 cartes. Donc, entre guillemets, me permettre ça parce que je sais que j'en ai quelques-uns aussi qui peuvent revenir dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, David Neres qui va revenir, qui a signé à Benfica. Ça y est, c'est signé. Neres à Benfica, donc ancien attaquant de l'Ajax qui était parti au Shakhtar et qui sera dans l'équipe de Benfica l'année prochaine, alors qu'ils ont revendu Everton, qu'ils avaient aussi à peu près au même poste au Brésil, à Flamengo. Donc voilà, qui arrive déjà avec un fauteuil pour être un des fers de lance de Benfica l'année prochaine. C'est forcément très intéressant. Tony, juste par rapport à ce que disait aussi la précédente question et c'est pas moi là où on parlait aussi voilà, de comment se positionner, tout ça. J'avais une réflexion, dis-moi si elle est totalement bête ou pas, mais est-ce que le plaisir, parce que l'idée aussi, le moteur, on le rappelle à chaque fois dans cette émission, ça doit être quand même un peu le plaisir, le kiff. C'est ceux qui sont là pour dire on veut faire de l'argent, c'est possible, mais à mon avis, c'est pas le bon chemin. Euh, Est-ce que l'idée, sans dire, on le sait, il faut pas s'attacher à des joueurs non plus, mais le kiff, c'est d'être quand même content des mecs que tu as dans ton équipe, content de les avoir, content de les suivre. Est-ce que c'est pas aussi un peu la clé de tout ça? Pour s'offrir un peu de sérénité, pour s'offrir un peu de trucs et une stratégie aussi où au final tu prends du plaisir. Moi, je À suis double content des tranchant. mecs que j'ai dans ma galerie. Ouais, ouais. Mais c'est à double tranchant parce que ce côté émotionnel fait que tu t'y attaches et que parfois, au lieu de te séparer de la carte au bon moment, tu te dis mais lui, j'y tiens trop. Et j'ai des exemples à l'appel comme toi. Par exemple, j'ai plein de Marseillais. William Saliba, si je l'avais vendu au bon moment, j'aurais fait x10. Mais je le garde et maintenant avec l'incertitude du mercato, ça fait que sa valeur a baissé. Si je le vendais là, je ne ferais pas un profit énorme. Du coup, ce côté émotionnel m'a piégé. Donc, tant que tu l'as, ça te fait vivre des émotions décuplées. Quand moi j'étais au Vélodrome pour la dernière journée du championnat, j'ai vécu la soirée de ma vie parce que j'avais un paquet de joueurs sur la pelouse et qu'ils ont tous performé, j'étais fou. Mais si ça t'emmène à les garder plus longtemps que tu ne le devrais, alors ça peut se retourner contre toi. Et un joueur auquel je ne suis pas du tout attaché, comme les Lyonnais, j'ai beaucoup de Lyonnais, là-dessus, en termes de trading, je suis très fort. Dès qu'il y en a un gars qui performe, j'ai aucune hésitation à le vendre, je prends mon profit et j'achète un autre. Donc, en termes d'émotion
et de jeu, je te suis à 200%. En termes de trading et de business, j'essaye de rester le plus froid possible. Il faut s'attacher à beaucoup, beaucoup de mecs, en fait. Comme ça, tu les vends au plus fort et tu en achètes d'autres à qui tu es aussi attaché. Juste, on va finir là-dessus. Tu nous parles de ce match de Strasbourg, donc tu étais au stade, tu viens de nous le dire. Et donc, tu as vécu ce truc. On a tous vécu cette émotion incroyable, qu'on soit au stade ou pas d'ailleurs, hein, avec ce scénario fou. Et on a mis quelques semaines à s'en remettre. Ah, je Toi, suis pas tu l'as en remis, hein. plus. Alors, c'est mon cas aussi. C'est-à-dire que sur cette soirée-là, pour tout te dire, j'ai vérifié ça en zone mixte, donc à 1h du matin dans le stade à l'Orange Vélodrome, où j'ai vérifié où en était un peu, parce que dans l'euphorie, je me suis dit, je vais pas commencer à regarder, je vais rater aucune miette de la zone mixte, des joueurs, de ça. Je me suis dit, j'ai le temps, je regarderai ça après. Donc je voulais pas me disperser. Mais j'ai checké et j'ai vu que vers 1h du matin, j'ai vu que j'avais une reward. Je crois que j'ai gagné Andrel Correa en limited, donc l'attaquant de l'Atlético Madrid. C'est pas mal. Et je suis même allé chercher un joueur de la Roma, Cristante, international italien en rare. Donc ça a été voilà, une fin de saison en apothéose. T'as vu ta galerie Toi, dis-nous balèze, un hein, peu pour comment. aller chercher une rare, bravo. Écoute, on mène une stratégie au long cours. On espère qu'elle va payer. Dis-nous un peu, voilà, toi, comment tu as vécu ça du stade, ce que tu as gagné, quels étaient les enjeux, quand est-ce que tu as compris que tu allais gagner un gros truc, raconte-nous. Écoute, j'ai gagné la plus belle soirée de ma vie de supporter de l'OM et qui a commencé en Déjà. 1994. Donc ça date. J'ai été voir quelques fois l'OM au Vélodrome et ça a toujours été des défaites. J'ai été voir contre le Real Madrid, contre Lyon, contre d'autres. Et à chaque fois, je me suis dit, je porte la poids. C'est ce que j'y vais là encore une fois. J'y suis allé, c'était ma première dans le Vélodrome couvert. C'était un truc de fou. On est arrivé et puis j'ai emmené mes gosses avec qui eux ne connaissent pas encore le foot, mais je me dis ils sont à l'âge où moi je me suis attaché Mais au foot. là, Donc et là, là je pense c'était qu'ils vont fou être quoi. supporters de l'OM. Ah mais il y a des vidéos, enfin j'ai tout filmé, c'est incroyable. Il y a l'aîné qui était dingue, qui avait retiré son maillot, et t'as le plus petit qui a 5 ans, qui à la 82e minute me demande Papa c'est qui contre qui là? Donc lui bon, je l'ai mis, il Voilà. va se faire adopter je pense, mais bon, sinon la soirée était hallucinante. Et comme toi, c'est que bien plus tard dans la soirée que je me suis dit, eh mais j'ai peut-être performé là parce que j'ai Mandanda, j'en ai un paquet sur la pelouse qui joue. J'ai sûrement gagné un truc. Effectivement, j'ai gagné, hein, j'ai touché un truc. Je crois que c'était TT de Lyon. Comme quoi, les Lyonnais me Pas mal. suivent. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Mais j'ai que des Lyonnais, c'est fou. Super Mais en tout joueur. cas, J'adore ce mec. l'émotion était juste incroyable, incroyable. Parce que bah, le scénario était fou jusqu'à la dernière seconde. Le stade qui se soulève et les joueurs qui comprennent à la réaction du stade ce qu'il se passe. J'ai vu des joueurs lever les bras avant la fin du match. Waouh, quoi, tu pouvais pas rêver mieux, quoi. Tout était arrivé en même temps. Et même avant que le match commence, tu vois sur les grands écrans du stade gagner une carte de Gerson et tout. Tu te dis, c'est fou, quoi, ce que je suis en train de vivre, quoi. Il y a Sorare sur les grands écrans, il y a Sorare dans mon téléphone, il y a le match devant mes yeux, les petits qui vivent des émotions dingues. Soirée inoubliable, quoi. Vraiment magnifique. Et justement, le puriste Sorare, est-ce qu'il se dit il aurait dû avoir penalty à la fin pour l'OM parce Ouais. qu'avec 5-0, ça aurait fait de meilleures notes encore, j'aurais eu un meilleur Ouais, classement. non, non, par rapport à Sorare, non, mais pour l'histoire, pour le match, pour dire qu'on dépend pas de Lens ou quoi, on devait faire 5-0, on aurait dû le faire, et on était à un coup de sifflet de le faire. Tu Donc avais ouais, un c'est le potentiel puriste tireur du de football. penalty dans ton Ah non, de mémoire, ça non, devait non, être Gerson à ce moment-là qui aurait pu le tirer. ça aurait pu être lui, j'en ai vu d'autres qui auraient pu le tirer, mais j'avais Under, mais il était sorti à ce moment-là. Mais en tout cas, ouais, pour l'histoire, ça aurait été encore plus beau qu'elle le siffle, d'autant qu'apparemment, elle a dit, bah, on le siffle ou on arrête le match. Je trouve que ça aurait été beau qu'on le siffle quand même. Effectivement, bah écoute, ça sera pour l'année prochaine avec nos amis alsaciens. Merci Tony d'avoir été avec nous dans Olympique Sorare. À très bientôt. On suit toujours Ah ouais. ton aventure et on suivra bien sûr avec la reprise de la saison, même si Romain, la saison est encore en cours à Sorare avec les États-Unis, avec la un Ligue message, asiatique aussi, le championnat sud-américain. juste pour un message plus perso, je voulais vraiment te remercier personnellement parce que hors antenne ou sur Olympique Sora ou au téléphone, tu as toujours été là et toujours très réactif.
Il n'y a pas eu un moment où j'ai eu à attendre pour une réponse ou pour un service. Franchement, je t'ai toujours suivi depuis si longtemps que de te connaître, c'était un risque de me dire, ah bah, si ça se trouve, il n'est pas aussi cool en vrai qu'à l'antenne. Et au final, franchement, Ben ça non, me parce porte que j'ai pas toujours l'air fort cool en en tête. vrai. Si tu me suis sur Twitter, tu vas te dire que j'ai pas l'air cool. Donc du coup, après, ça peut que être une bonne surprise. Sur Twitter, c'est dingue, c'est incroyable. Je découvre ce monde, je trouve qu'ils sont hallucinants, les gens. Faut relaxer, les gars. Mais c'est justement, c'est stratégique. Tu vois, c'est comme ça. Ouais. C'est Twitter, c'est un peu une jungle. Mais voilà, ça fait partie du package. On le sait, quand on s'y met, il faudrait un âge limite pour y aller encore, parce que voilà, il faut être armé de second degré et de self-control pour s'y frotter. Ah, c'est clair. Je t'admire là-dessus, Romain. Enfin, je t'admire pour ton calme. Bravo. Ouais, je suis pas encore parfait, hein. Merci Tony d'avoir été là, et donc à très vite pour la suite de l'aventure Sora. Salut à tous.